Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre connexion aujourd'hui à ce webinaire sur l'urgence de l'accueil des femmes afghanes. Ce webinaire, il s'inscrit dans un cadre plus global d'un appel à la mise en place d'un programme d'accueil d'urgence qui a été fait à destination des autorités françaises. Cet appel, il s'est notamment traduit par une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde le 21 avril dernier. Cette tribune, elle a été rédigée à l'initiative de Margot Ben, Solène Chalvon-Fioriti, Sonia Ghezali et Nassim Majidi, qui sont grands reporters et chercheuses spécialistes de l'Afghanistan, ainsi qu'à l'initiative de l'association France Terre d'Asile. Et elle a reçu le soutien de plus de 350 personnalités et a reçu un écho médiatique assez important qui a permis aussi d'avoir d'autres manifestations de soutien au-delà des signatures récoltées dans la tribune depuis. Cet appel, ce webinaire aujourd'hui, il s'inscrit encore une fois dans le cadre de cet appel et le but de ce webinaire, c'est de revenir un peu plus précisément sur la situation des femmes en Afghanistan, sur l'absence de protection auxquelles elles font face lorsqu'elles arrivent à quitter leur pays et qu'elles se retrouvent en Iran ou au Pakistan, dans les pays limitrophes de l'Afghanistan. Et donc à revenir sur les raisons pour lesquelles nous appelons à ce que soit mis en place un programme spécifique d'accueil qui permette de proposer une protection à ces femmes afghanes. Donc le webinaire, il a pour but de continuer cette mobilisation et on est ravis de pouvoir l'organiser avec la présence de Solène Chalvon-Fioriti, qui est grand reporter, qui a vécu plus de 10 ans en Afghanistan et qui a réalisé un certain nombre de documentaires spécifiquement sur la situation des femmes en Afghanistan. On a aussi la présence de Véronique Naoum-Grapp, qui est chercheur en sciences sociales, qui a notamment travaillé sur les questions de l'usage politique de la violence à l'encontre des femmes. Et enfin, en présence de Delphine Rouillot, qui est donc directrice générale de l'association France Terre d'Asile. Simplement quelques questions techniques par rapport au webinaire. N'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On dédiera un temps à la fin du webinaire au fait de prendre quelques questions et de pouvoir essayer d'y répondre. Je vais tout de suite passer la parole à Solène Chalvon-Fioriti pour qu'elle puisse revenir sur la situation des femmes en Afghanistan, en particulier depuis la chute de Kaboul, la reprise du pouvoir par les talibans le 15 août 2021. Et donc Solène, si tu peux nous décrire quelle est la situation d'après ce que toi tu as pu voir et des échanges que tu peux avoir avec des femmes afghanes qui soit ont quitté l'Afghanistan récemment, soit aujourd'hui s'y trouvent encore, et nous décrire de quelle manière c'est ce à quoi aujourd'hui ces femmes sont confrontées et l'évolution aussi de leur situation depuis cette prise de pouvoir par les talibans en 2021. Ah, Solène, si tu peux réactiver ton micro. Est-ce que c'est bon là? Ouais, ça me paraît bien. Bien, écoute, merci de votre invitation, France Terre d'Asile, à ce webinaire. Alors, je crois malheureusement que les gens sont assez informés, puisque malheureusement, l'autoroute prise par les talibans pour effacer les droits des femmes en Afghanistan, elle est assez connue parce qu'elle a été sidérante et surtout, elle s'est fait de plus en plus féroce. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, les talibans ont pris en gros entre 22 et 23 interdits qui concernent exclusivement les femmes, donc ce qui montre bien, mais je pense qu'on aura l'occasion de le dire quand on parlera de l'instrumentalisation politique, ce qui montre bien d'ailleurs que en fait, les talibans, dès leur prise de pouvoir, s'ils ciblent autant les femmes, c'est bien parce qu'ils ont compris qu'en contrôlant les femmes, on contrôlerait le pays entier.
pour ce qui est de ce qu'elles vivent de façon très pratique, ça dépasse l'entendement. Elles ne sont plus autorisées à se laver dans les bains publics, hein, en fait, qui sont très importants dans la ruralité afghane, puisque les gens n'ont évidemment pas l'eau courante. Elles n'ont plus le droit de voyager, elles n'ont plus le droit de se déplacer sans chaperon. Il y a même des interdits en fait qui ne sont pas pris en réalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été écrits, mais qui sont appliqués de facto. Particulièrement dans les provinces, elles ne peuvent plus étudier, aller à l'école après 12 ans, aller à la fac. Et pour ce qui est du secteur privé, elles sont évidemment complètement interdites de travailler dans le secteur public. Et dans le secteur privé, en fait, elles doivent se plier à des normes qui sont tellement contraignantes. Hein. Par exemple, le fait que les hommes et les femmes ne se croisent pas à l'intérieur des bureaux, ce n'est pas trop un problème. Vous pouvez tirer un rideau. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut construire des portes distinctes. C'est un exemple tout bête. Mais dans un pays où 97% des gens ont faim, où 2/3 des entreprises ont disparu en 19 mois, bien sûr que vous n'allez pas construire une deuxième porte pour votre entreprise. Donc, en fait, ces interdits se sont faits de plus en plus liberticides, de plus en plus féroces. Et en fait, ils arrivent maintenant, quand ils tombent, ils ne sont même en fait presque plus relayés, alors que les plus graves ont été pris récemment, hein, puisque les femmes qui sont interdites de travailler dans les ONG, ça veut dire que en fait, que les femmes ne vont pas pouvoir bénéficier du soutien des ONG en face, puisqu'aucune famille afghane en dehors des grandes villes, et je rappelle que c'est un pays qui est principalement rural, hein, c'est 60%, 60 à 70% des Afghanes qui habitent en territoire rural, eh bien ces femmes-là ne peuvent pas se rendre dans des distributions de nourriture d'urgence, puisqu'elles n'auront donc pas de nana, pas de femmes en face pour les aider. Et là, récemment, il y a des centaines d'écoles, il n'y a toujours pas de chiffres, mais l'ONU planche sur un rapport, il y a des centaines d'écoles primaires, donc même plus les écoles après 12 ans qui ont été fermées dans le sud du pays, des écoles qui s'appellent des community-based schools, donc qui sont en fait qu'on appelle comme ça dans le jargon onusien, et qui sont des toutes petites structures, hein, dans des villages qui n'ont jamais eu les moyens de se payer des écoles en dur. Et donc souvent, ces écoles-là, elles sont financées par des ONG, puisque les gens n'ont évidemment pas les moyens. Et l'émir a décidé de leur fermeture en plein mois de Ramadan, en disant qu'il y avait un problème de curriculum, donc comprendre qu'il n'y a pas assez de cours de religion, alors que les enfants afghans ont de toute façon dans le programme 4 heures de cours d'islam obligatoires hebdomadaires. Donc, c'est absolument cauchemardesque, je pense avoir résumé. Et surtout, c'est assez suicidaire, hein, parce que maintenant, en fait, il y a beaucoup d'économistes, hein, qui travaillent sur l'impact que cet effacement l'impact de cet effacement pour le pays, en fait, du point de vue économique. Et on parlait de 5 milliards, c'est-à-dire que ça coûte 5 milliards, c'est une prédiction, entre les filles qui vont plus à la fac, entre les filles qui travaillent plus dans le secteur privé. En fait, ça coûte 5 milliards au pays. Et en fait, là, maintenant, notre consoeur, Nassim Majidi, la chercheuse que vous évoquiez tout à l'heure et qui était aussi à l'initiative de cette tribune dans Le Monde avec vous, eh bien, Nassim planche sur un rapport qui parle plutôt de 8 milliards. Donc, en plus, les talibans, dans un écroulement économique absolument sidérant, se font encore plus de mal. Mais c'est la résultante, en fait, d'un fanatisme, d'une idéologie complètement mortifère qui ne répond à aucun principe de réalité et qui souhaite appliquer un effacement complet du sexe féminin, et en fait qui doit rester à la maison, qui doit rester mise en boîte. Et donc c'est la moitié de son peuple, et en plus c'est la moitié de son peuple qui crée évidemment qui fait des enfants, donc qui fait aussi bien sûr des talibans. Mais tant qu'ils ne se seront pas approchés au plus près de ce modèle-là, ils ne s'arrêteront pas. Et d'ailleurs, maintenant, ils s'en prennent également aux femmes dans le secteur de la santé, ce qui a été vraiment un secteur quasi intouché pendant 15 mois. Et là, on apprend que dans des grands hôpitaux, ils sont en train de supprimer les spécialisations de gynécologie, d'obstétrique. Donc, ça veut dire que les femmes ne pourront plus obtenir de césarienne, en plus des centaines de gamines qui ont fait 7 ans d'études après la fac, qui étaient à la fac et qui ne vont pas être employées dans des structures de santé. Donc, bon, malheureusement, j'aime pas être toujours dans la noirceur, mais là, c'est une situation qui est complètement épouvantable et tout à fait unique au monde. Voilà ce que je peux dire.
Du coup, c'est voilà, un tableau effectivement très sombre, mais qui malheureusement aujourd'hui est largement, enfin, est quand même relayé assez largement, connu d'un certain nombre de personnes. Mais ce qui est décrit là, c'est quand même une dégradation qui s'accélère aussi. Est-ce que peut-être, Solène, tu peux revenir aussi sur la question des limitations en termes de déplacement à l'intérieur du pays pour ces femmes? Alors, d'abord, là aussi, il faut bien avoir en tête que c'est un pays où les femmes ne voyageaient pas. D'accord, les femmes qui voyagent en Afghanistan, c'est des femmes qui voyagent toujours avec des hommes ou avec une équipe. C'est un pays qui sort de 40 ans de guerre. En fait, les dernières années ont été particulièrement meurtrières sur les routes. Donc, de toute façon, d'un point de vue culturel, les femmes ne se déplaçaient pas seules. Là, les talibans sont allés beaucoup plus loin. Alors, et en ruralité, en réalité, vous rencontriez beaucoup de femmes qui se limitaient à la placette devant voilà, la placette du village, qui bien sûr allait à la rivière, sortir les bêtes, mais on reste quand même dans un périmètre très restreint. Là, les talibans empêchent les femmes de sortir de chez elles sans chaperon, en dehors, en gros, de Mazar, Kaboul et Herat. Et encore, il y a plein de banlieues, même des banlieues de Kaboul, où leurs combattants se sentent tout à fait légitimes de harceler, parfois frapper, mais c'est quand même… La violence physique, en fait, sur les filles dans la rue, c'est le truc qui arrivera sans doute à la fin, mais c'est peut-être la seule différence maintenant notable avec les talibans des années 90, parce que là, on note quand même qu'ils essayent de ne pas trop employer la force physique, mais en tout cas, il y a un harcèlement. Ils vont vous raccompagner chez vous, ils vont dire à votre père ou à votre frère que vous êtes une pute et qu'eux ne savent pas garantir votre honneur. Donc, il y a des coups de pression de ce type, si vous voulez, dans les grandes villes, mais dans les bourgs provinciaux et dans les villes du sud, qui sont très, très talibanes, très pashtuns, là, le chaperon est obligatoire. C'est-à-dire que sans chaperon, vous ne sortez pas. Donc, à l'intérieur du pays, je vous raconte même pas, parce que quand vous ne pouvez pas sortir de chez vous pour aller au marché, bon, de toute façon, les femmes ne le font plus, en réalité, puisqu'elles sont harcelées. Ça, c'est évidemment à une échelle plus large, c'est totalement rendu impossible. Et surtout, ce qui est très grave dans notre cas et qui légitimait aussi d'une certaine manière notre demande, qui n'est quand même pas une demande folle, celle de l'asile, c'est que les femmes ne peuvent plus sortir du pays. Alors que ça, les femmes ont toujours pu voyager, prendre un billet d'avion, être déposées à l'aéroport par un frère ou un père et ensuite voyager. Là, les talibans font subir des pressions très, très fortes à l'intérieur des aéroports, même pour des filles dont ils savent très bien qu'elles vont partir, et en réalité, ça les arrangerait qu'elles partent, puisque ce sont des filles qu'on retrouve dans les manifestations, ce sont des filles qu'on retrouve dans la contestation sur les réseaux sociaux. Enfin, ce ne sont évidemment pas du tout des filles qui sont compatibles à l'idéologie talibane, et ils ne les laissent pas sortir. On a eu le cas de nombreuses filles qui ont été bloquées aux aéroports, et donc on a dû ensuite aider des types à prendre des visas qui coûtent un fric fou, parfois même acheter des passeports simplement pour que les types puissent les accompagner à la frontière. Alors maintenant, la parade, mais tout ça est très temporaire, en fait, change à mesure que les talibans se rendent compte justement des parades et des stratégies de contournement. Là, la parade, c'est de prendre la frontière terrestre pour celles qui veulent sortir du pays. Elles ne peuvent sortir en réalité que par le Pakistan, parce que l'Iran, la frontière iranienne était extrêmement dangereuse, beaucoup plus encore que la frontière terrestre pakistanaise, où les gardes-frontières iraniens n'hésitent pas à tirer sur les migrants. Et donc, en fait, elles passent par le Pakistan, par la frontière terrestre et non pas par l'avion. Et à la frontière terrestre, elles emploient des faux chaperons qui attendent et qui sont des mecs voilà, qui vous raquettent comme n'importe quel passeur et qui vont se faire passer pour votre oncle, votre grand frère, votre demi-frère, le fils de la troisième femme. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas le même nom que vous. Vous voyez, c'est comme ça qu'elles font. Ou alors, elles graissent la patte des gardes-frontières pakistanais. Donc là, c'est là où on en est. Et d'ailleurs, je tiens aussi à dire, et que c'est ça aussi qu'il faut avoir bien en tête, c'est que les talibans peuvent aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent empêcher les filles de sortir complètement. D'ailleurs, je pense qu'on se dirige vers ça. Et ils peuvent aller plus loin, en fait, sur tous les terrains. Ils peuvent interdire les femmes d'être soignées partout. Ils peuvent interdire aux gamines d'apprendre à lire. Et en fait, et d'autres interdits qui paraissent dérisoires, mais qui en fait, qui étaient ceux qui ont été pris dans les années 90. Dans les années 90, vous n'aviez pas le droit de vous rendre à la rivière pour laver votre linge. Bon, les femmes qui vont à la rivière, c'est aussi évidemment des femmes qui se lavent. Et ça, ils peuvent également l'interdire. Donc, en fait, ça peut être encore bien pire. Et malheureusement, étant donné que la ligne
extrémiste, extrêmement rigide et franchement assez folle hein, et infernale de l'émir dans le sud du pays. C'est aujourd'hui la ligne souveraine en Afghanistan. Il est probable qu'il se dirige vers ces nouveaux interdits. Ouais. Très bien. On reviendra un peu plus tard, Solène, peut-être sur la situation, justement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, tu as décrit la difficulté que ces femmes avaient à se déplacer à l'intérieur du pays, à sortir, et les perspectives voilà, très pessimistes hein, qu'on peut avoir sur l'évolution de la situation. On va peut-être faire un petit pas de côté avant de revenir sur la situation au Pakistan, notamment. Voir avec vous, Véronique. Donc, comme je le disais en vous présentant, vous êtes notamment penchée sur l'utilisation de l'usage politique de la violence à l'encontre des femmes. Et du coup, vous avez notamment publié récemment une tribune dans Le Monde dans laquelle vous attachiez à essayer de qualifier la situation des femmes au Pakistan et ce que font les talibans à ces femmes, ce régime taliban aux femmes afghanes actuellement. Est-ce que peut-être sur la base aussi de ce que vient nous expliquer Solène, vous pouvez nous en dire un peu plus, vous, sur le regard que vous portez sur cette situation? Alors, merci France Terre d'Asile, merci Solène de m'avoir invitée. Donc, plusieurs points. Premier point, on croit qu'on est au courant, on se dit il y a des tribunes dans le monde, les gens nous disent en Afghanistan c'est horrible, c'est un peu comme en Iran, etc. Mais on n'a pas qualifié, c'est-à-dire on n'a pas compris l'ampleur de la tragédie et le côté particulier, spécifique. Et c'est là-dessus que je voudrais un peu réfléchir. Alors, c'est là la question de la qualification, à quoi on a affaire. Et au fond, on passe notre temps à envisager des situations que l'on ne qualifie pas. Or, la qualification, c'est à la fois un travail, c'est ce que vient de faire Solène, c'est la question des faits, c'est la question de le nombre d'interdits, etc. Et c'est la question aussi de la définition, et c'est là où se rencontrent les sciences sociales, la politique et le droit. Et donc, c'est un point très important. À mon avis, ce qui se passe en Iran, qui est fondamental, brouille un peu, et le côté anti-islamique des Français fait que ça brouille un peu la dimension très particulière et inédite de ce qui se passe en Afghanistan, et à laquelle moi je suis très sensible, puisqu'avec une association très sympa que vous pourriez voir, Mère pour la paix de Lille, elles avaient fait la maison des femmes au-dessus de Kaboul, elles ont suivi, et donc je les connais très bien puisqu'elles se sont occupées aussi de Srebrenica, etc. Et donc on est très proches, ça fait 20 ans depuis les premiers talibans, je suis extrêmement proche de ce pays, bien que je n'y ai pas été physiquement, et merci Solène pour ce travail fondamental qu'elle fait, de nous donner des données de faits qui viennent du terrain. Alors, moi maintenant, ma façon de travailler, c'est des sciences sociales, je ne fais pas du droit, et après, il y aura un problème de définition et de mots où vous allez choisir, où les gens qui font des pétitions et qui veulent faire des actions vont choisir comment on va définir ce qui est en train de se passer. Et le traitement, d'ailleurs, des personnes, des femmes et des hommes qu'il faut aussi soutenir s'ils ont le courage de partir et de défendre les femmes de la famille, voire de mourir pour elles, la façon de les défendre, d'exiger des Français, de l'Europe, de faire un accueil correct à ces personnes dépend aussi de la façon dont on va qualifier ce qui leur arrive là-bas et pourquoi ils s'en vont. Ils, elles s'en vont, ils s'en vont. Alors, premier point, des petits signes, ça c'est comme ça que je travaille. J'ai été frappée, et Solène, par cette interdiction d'aller dans les parcs publics. Faite aux femmes. Et figurez-vous que les nazis ont fait ça pour les juifs, et vous aviez, c'est décrit par Klemperer dans son livre magnifique, L'Angle du Troisième Reich, il va avec des copains non juifs allemands en face du parc, les copains lui disent à tout à l'heure, les copains non juifs traversent le parc, lui fait le tour et il le retrouve derrière. C'est des petits signes. Interdit aux juifs d'avoir des chats, il faut qu'ils virent les chats. D'avoir trop de livres, ça se comprend, ils viennent,
Et Klemperer dit, ils m'ont tapé la tête, un livre frappant parce qu'il lui tapait sur la tête avec les livres qu'il avait avant de les lui enlever. Si vous voulez, des interdits, c'est très juste la conclusion de Solène, bravo Solène, c'est ce moment où la logique politique qu'on a du mal à définir, mais qui n'est plus capitaliste, qui n'est plus, il perd des milliards en Afghanistan. Enfin, construire des chambres à gaz, c'est beaucoup investir, c'est beaucoup utiliser des forces productives à force de destruction. On tombe dans l'illogisme. Et les géopoliticiens, souvent masculins dans notre univers, veulent toujours penser la géopolitique et la politique en termes de rationalité économique, de sens, de pouvoir, ils veulent, etc., de tactique. Et nous, on sait, avec ces détails, on comprend qu'il y a une dimension de vertige, je ne veux pas prononcer le mot délire, parce que il est trop séduisant, ce mot délire, mais quelque chose, on quitte la logique psychologique, de la logique capitaliste rationnelle. Pourquoi, et vous voyez, pourquoi interdire? Alors, on va interdire aux gens quoi? De se coiffer, de se laver. On va interdiction aux femmes de se laver, parce qu'il ne faut pas qu'elles touchent leur propre corps, qu'elles aient le plaisir de l'eau sur leur corps. Mais jusqu'où on va? Et avec les nazis, on a été quand même très loin. Et vous voyez, c'est très différent des cultures masculines, comment dire, on va appeler le mot patriarcal, mais on pourrait le redéfinir. C'est les cultures classiques, mettons, très religieuses, catholiques, hindoues, musulmanes, où la femme a un statut secondaire. Et elles ont plein d'ennuis, et il y a plein de catastrophes. Mais elles sont dans les villes, elles sont dans les rues, elles travaillent, surtout les femmes des milieux défavorisés. On a besoin de leur travail. Elles bossent comme etc., etc. Mais elles ont un statut d'inégalité en termes de rapport de domination. Ça, c'est les travaux de Françoise Héritier, on n'a pas le temps. Mais là, on a autre chose. On a une politique délibérée qui a pris, et c'est ça qui est exceptionnel, de même que les pauvres nazis qui sont complètement tombés en désuétude ont pris les juifs comme ennemis politiques premiers, vous avez un pouvoir politique et religieux qui prend les femmes comme ennemies politiques. Elles sont Satan, il y a quelque chose avec elles qu'il faut anéantir, éliminer, et qu'on va appeler le féminin. Et vous voyez, c'est difficile de définir le féminin, on va pas faire, c'est pas de la théorie, c'est des cheveux, c'est une forme de corps, c'est peut-être un ton de voix, une chanson, le féminin, c'est un peu compliqué, voilà, à définir, et on veut l'enlever du monde visible. Et ça, donc en Afghanistan, c'est inédit, c'est particulier. Alors, deuxième point, quand vous avez une situation inédite, et mettons une criminalité politique inédite, il faut, c'est ce qui s'est passé en 1945, forger les outils qui vont être utiles pour la définir, la qualifier à la mesure de sa gravité. Et il faut, avec ces outils, faire intervenir, en les proposant au monde du droit, eh bien, mon Dieu, la fin de l'impunité. Parce que juste un point, vous imaginez s'il y a tous ces féminicides dans un pays comme la France, où les femmes ont acquis historiquement une promotion en termes d'égalité, de respect, même si dans la réalité, on n'est pas au bout du problème. Donc, dans un pays comme la France, il y a ce taux de féminicide. Vous imaginez dans un pays, alors comme l'Iran, c'est effrayant, mais comme l'Afghanistan, où l'impunité s'est transformée même en autre chose, c'est-à-dire que le mari qui bat sa femme, l'homme qui bat sa femme dans les rues, bien sûr qu'on va y venir. Moi, j'ai vu les vidéos où la femme passe, elle reçoit 4 coups de bâton presque sans cause, au toit de l'un, espèce de borne rectangle hideux, objet maléfique. Et donc, si vous voulez, c'est le comble de l'impunité, c'est s'autoriser au droit de punir dans un vertige d'injustice absolue, puisqu'on fait porter toute la culpabilité à la personne qu'on punit. On va y arriver. Et donc, si vous voulez, ça entraîne des logiques politiques et sociologiques. Donc, si vous voulez, on n'est pas seulement là dans quelque chose de moral ou on contrevient aux droits humains, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, c'est pas ça dont je parle, c'est qu'est-ce qu'on fabrique. Et là, qu'est-ce que je perçois, moi, et c'est pour ça, on va arriver à mon troisième point, comment on va l'appeler? Parce que c'est inédit, et je suis tout à fait d'accord, c'est unique au monde, il y a d'autres cas où d'autres groupes humains ont été pris comme ennemis politiques et ont été exterminés dans d'atroces conditions, mis dans des ghettos, et pas seulement l'histoire des nazis, surtout dans les guerres coloniales, surtout quand il y a du racisme, c'est toujours des positions politiques, c'est toujours une histoire politique, et surtout quand vous avez une situation où des dominants qui ont une certaine idéologie dominent.
une population civile sous la botte, si vous voulez, sous la botte, dans la vie quotidienne, avoir des enfants, gagner un peu d'argent, vivre une vie même quotidienne. Être sous la botte. Donc c'est la condition. La domination est la condition du crime contre l'humanité. La domination politique, économique, etc. Donc ces types-là prennent le pouvoir. Et la logique, qui est une logique qui doit être décrite dans son sens, c'est effacer, faire disparaître ce qui pour eux, dans les émulsions de leur marbre, c'est l'ennemi, c'est ce qui, voilà, les Juifs souillaient la planète, il fallait tous, c'était l'action héroïque d'Hitler de tous les éliminer pour que ce soit même plus un souvenir de l'humanité, qui n'est pas seulement détruire, mais faire qu'il n'existe pas, qu'il n'ait jamais existé. D'une certaine façon, dans les régions du Donbass, quand on élimine le passé, le futur, etc., et qu'on change la démographie, il y a un peu cette intention aussi, très inquiétante. Mais arrivons aux talibans, c'est inédit. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas un groupe comme un autre. On ne peut pas les mettre dans un ghetto, on ne peut pas les faire subir des lois, et après, finalement, quand ils ont été utilisés, esclavagisés, on les met dans un pré, on leur fait creuser un grand trou, on les égouille et on referme le trou, et c'est comme ça que le crime contre l'humanité de génocide fonctionne. Faire que l'autre n'ait jamais existé, ni historiquement, ni moralement, ni physiquement, ni symboliquement, ni, je dirais, bien banalement, qui est, par exemple, des Juifs qui chantent des chansons dans leur langue en mangeant des gâteaux, ça ne doit même pas avoir existé. Donc, on éradique. Pas seulement détruire, c'est faire qu'il ne soit pas né. C'est ça, le génocide. D'ailleurs, génocide, le mot génos, si vous prenez les vieux dictionnaires grecs qui ont été bercés mon enfance, ça veut dire naissance, tuer la naissance. Et ça, ce n'est pas du tout juridique, mais c'est l'étymologie grecque du mot. Et avec naissance, vous avez race, filiation, communauté, tout ce qui passe par la transmission des générations, qui passe par le ventre des femmes, qu'on le veuille ou non. Et là, on arrive au point central. Si vous avez une intention génocidaire contre de genre, contre les femmes, même contre les hommes, imaginons un pouvoir féminin complètement qui veulent tuer tous les hommes. Bon, on peut toujours s'amuser. Bon. Et donc, si vous voulez, vous avez un pouvoir politique qui veut éliminer, faire qu'elle ne soit pas née, qu'elle n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est ne pas exister? C'est qu'il n'y a même pas une image, il n'y a même pas un son de voix. C'est-à-dire que même, bon, pas de chansons, d'accord, mais s'il y avait des chansons, il ne faudrait que des voix masculines. Il n'y a pas... Or, la voix féminine, c'est autre chose. Donc, on élimine la différence d'identité dans ces moindres signes du groupe qu'on veut éliminer. Ça veut dire que les femmes, c'est un homme sur deux, et ça veut dire qu'on ne peut pas faire le génocide contre elles, puisque la filiation, un homme sur deux, donc la moitié de la population, à mettre dans des ghettos, et donc et à éliminer du visible, du social, et cette moitié de la population, eh bien, on ne peut pas les éliminer toutes. Il faut bien qu'il y en ait un petit troupeau dans un pré pour faire les enfants des deux sexes. Comme disait mon prof Françoise Héritier, il se trouve que les femmes font les enfants des deux sexes en tant que mammifères. C'est pas héroïque, hein, c'est comme ça. Voilà. Et donc, on ne peut pas le faire. Alors, comment on fait? Pas la peine de faire des ghettos. Le ghetto de Venise, etc. C'est pas un groupe, c'est pas 30% de la population, c'est pas les Tutsis. Les Tutsis, on peut vraiment aller tous les tuer chez eux, on les tue, on les tue, on les tue. Et puis un jour, on survit. Non, si vous tuez toutes les femmes, vous ne survivez pas. Donc, vous les gardez dans un pré, mais c'est pas la peine de faire des ghettos, de faire des endroits spéciaux. Le foyer privé devient la prison. Et ça, il faut comprendre ce que c'est. Et ça, il faut vraiment imaginer. Et là, il faut vraiment, comment dire, moi, je l'ai compris uniquement en ayant un peu accompagné, je veux dire, même au moment des premiers talibans, les copines nous disaient dans toute maison, souvent pauvre ou je sais pas, précaire, où elles rentraient, et même dans les classes moyennes, mettons de côté les classes très, très, très privilégiées, il y aurait des enquêtes à faire, mais là aussi, il y a du malheur, là aussi, il y a de la mort, là aussi, il y a du sang aussi pour les femmes. Et si vous voulez, toutes les femmes, elles étaient toutes déprimées à un point extrême, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le physique, etc. C'était être renfermée chez soi, avec le mari, les donas, le travail. Mais on le sait bien, nous, femmes françaises qui nous taillons, qui adorons foncer dans l'espace public, et puis après on aime bien retourner si c'est chouette, mais si c'est pas chouette, on se tire.
Donc, si vous voulez, cette liberté que l'homme a tout de suite, et voyez les droits de l'homme, on ne pense pas à dire que la liberté de sortir de chez soi devrait être ajoutée à la liste des droits de l'homme, parce que ce n'est pas les droits de la femme, il y a quelque chose en plus, parce que l'homme, d'emblée, il sort de chez lui pour faire tout ce qu'il a à faire. Peut-être le malheureux, après il revient, il a beaucoup travaillé, mais il revient pour une famille qu'il ne détruit pas, on lui fait crédit. Mais si vous voulez, il faut un droit des humains international où on dise les femmes ont droit à l'enseignement et à la sortie, à la liberté de sortir de chez soi. Parce que ça, c'est un enfermement qui est typiquement gender enfermement, qui est typiquement, personne n'enfermera, sauf les curés, sauf l'armée, ou sauf les prisons, les hommes en tant qu'hommes, dans un lieu, sauf institution. Mais par contre, les femmes, personne n'y pense à dire que le foyer peut être une prison pour elles, absolument terrible. En plus, elles sont déchirées puisqu'elles ont les enfants, ce que ça signifie. Bien sûr qu'elles sont attachées à leurs enfants des deux sexes. Et donc, elles sont déchirées. Elles ne sont pas du tout comme un prisonnier ou un esclave, le prisonnier qui déteste le maton, qui déteste l'institution, qui déteste le régime. Elles sont prisonnières parce qu'elles sont déchirées, parce qu'elles ont ces liens affectifs que personne ne peut nier, même la féministe la plus inspirée, avec les enfants qu'elle a fait et autour d'elle, les membres de sa famille. Donc, c'est une des pires situations à examiner, à mon avis, c'est l'enfermement dans l'espace privé, et on y arrive. Alors, tout ça pour dire que le mot de génocide ne peut pas être utilisé, puisqu'on ne peut pas toutes les exterminer. C'est la question. Alors, la haine politique des femmes par un régime qui va la pousser à un extrême inédit historiquement, ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que moi, je suis complètement, alertée, dans un état, je trouve que c'est gravissime, comme si on avait vraiment les nazis contre les femmes. Vous voyez, c'est pas du tout... Et moi, je trouve que ce côté gravissime, il est totalement non perçu. Parce que on sait que les islamistes, parce qu'en Iran aussi, parce qu'en Inde, on les brûle, on les viole, partout, et met les crimes d'honneur, etc., etc. Si vous voulez, paradoxalement, c'est la banalité des crimes contre les femmes au niveau perçu dans la culture mondiale qui fait écran à la gravité génocidaire, mais le mot ne marche pas, des choses qui sont perpétrées contre les femmes en Afghanistan, ou parce que ça atteint un tel niveau excessif que ça change, si vous voulez, à force, ça devient quelque chose d'aussi logique non capitaliste, une espèce de vertige d'un excès religieux, et là, on tombe dans quelque chose de vraiment... oui, comme, moi, j'hésite pas à dire oui, comme les nazis, mais dans un monde différent, une idéologie différente et un ennemi différent. Alors, revenons à notre sujet. Il faudrait décrire tout ce qui est fait, et là, les travaux d'Amartya Sen, type génial, qui montrent comment la surmortalité des femmes n'est pas seulement liée à l'enfermement, privation de droits de la santé, répression, les crimes de féminicide, la violence des hommes doit prendre même contre les enfants, dont toute la famille est détruite, etc., etc. C'est pas seulement lié à tout ça. Il a bien montré que même, alors le fait de ne pas sortir est un facteur qui va produire vraiment une surmortalité. La surmortalité, il y a des choses très précises qui fait que la dévalorisation des femmes qui deviennent les pires objets, le fait que le génocideur ou le gynocideur lui dit à la femme, elle n'est même plus une femme, elle n'existe pas. Elle est une chose neutre, c'est une borne, un caillou rectangulaire, recouvert d'un truc bleu, elle n'a plus d'existence humaine, c'est quelque chose de classique et qu'on connaît. Et donc, si vous voulez, ça tue. Parce que même les enfants, quelque chose qui n'est pas estimé, nous, on l'a déjà avec nos hiérarchies. Nous, déjà, on est sur les trottoirs et dans les rues de nos villes, dans notre espace public, on a un système d'échelle des mépris et la façon de dire bonjour, etc., et dans les milieux professionnels, tout ça. On sait déjà, nous, qu'est-ce que c'est que le mépris hiérarchique. Mais imaginez quand il est transformé en définition ontologique absolument négative d'un groupe humain, ce que ça produit dans les gestes au cœur même de la famille. Et ce que ça produit, c'est une surmortalité qui arrive très vite. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, mais elles survivent. Et tu fais, bien sûr qu'elles survivent, je suis sûre qu'il y en a qui se battent génialement, il y en a qui peut-être se vengent et étranglent les bébés masculins à la naissance, que sais-je, je fais confiance aux femmes, vous voyez, c'est pas misérabiliste ce que je dis, mais n'empêche que de même que je fais confiance à
toutes les communautés qui sont l'objet de ces politiques délirantes et génocidaires. Mais là, dans ce cas-là, si vous voulez, elles n'ont pas beaucoup de chance quand la situation est trop difficile, qu'elles sont trop petites, ça vous prend dès l'enfance, on n'a pas beaucoup de chance de lutter contre ça. Et la surmortalité, alors, bien sûr qu'elles survivent, elles essayent un peu dans les familles, elles sont chez elles peuvent se faire un petit café, youpi youpi, non, elles sont à la fenêtre, ça devient l'enfer. Là. Un des pires, on connaît l'enfer des prisons, l'enfer des camps de concentration, il va falloir décrire l'enfer du foyer, qui est censé être le truc le plus merveilleux, le mariage, le bonheur des femmes, les enfants, l'amour, etc. Ça devient le contraire. Et ça, Véronique, je suis désolée de vous couper. J'arrête. Donc le mot, c'est comment on appelle ça, voilà. comment on se bat. Et si on arrive, alors génocide, non, apartheid de genre, ça c'est vous qui allez choisir, discuter. Et selon la façon dont vous définissez cette criminalité politique, vous aurez en face dans les démocraties un réveil et un accueil, au moins dans les pensées, qui sera obligatoirement plus correct que ce qu'il est actuellement. Merci pour ces éléments, ces éléments d'analyse aussi depuis, comme vous le disiez, le regard des sciences sociales, cette importance de la qualification juridique qui, quelle que soit la forme qu'elle prend, donc vous parlez de génocide, il y a aussi le terme d'apartheid de genre qui est utilisé, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Voilà, on voit aussi l'importance de la qualification juridique de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. Et donc, c'est aussi le sens de notre appel à la protection de ces femmes, aussi, alors, parce que motivées par ce qu'elles vivent en Afghanistan, mais aussi parce qu'on sait que ces femmes, elles ne trouvent pas de protection lorsqu'elles arrivent à fuir, et on a vu que c'était compliqué, mais elles ne trouvent pas non plus de protection dans les pays limitrophes. Donc, la majorité des personnes afghanes se rendent soit en Iran, soit au Pakistan. Et peut-être, Solène, si tu peux revenir en particulier sur la situation des femmes au Pakistan, tu as commencé à l'évoquer sur le fait que la sortie du territoire afghan, l'entrée dans le territoire pakistanais était très complexe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vivent ces femmes au Pakistan, les femmes afghanes qui arrivent à quitter le territoire après avoir fui justement cette situation auxquelles elles sont confrontées en Afghanistan? Et si tu peux réactiver ton micro. C'est bon pour vous, ouais. Ça devrait aller. C'est OK pour vous? Oui, c'est bon. D'accord. Attends, parce que j'ai un problème d'écran. Je vous demande pardon. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Oui, merci beaucoup, Véronique, pour cet exposé passionnant. Je vais essayer d'être courte. Pour qu'on vous entende bien, France Terre d'Asile, sur ces questions. En fait, d'abord, je voudrais juste que les gens comprennent, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment, les gens, pourquoi on leur parle de Pakistan quand on parle d'Afghanistan. Là. Et en fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on ne peut rien faire, je ne parle pas du vocabulaire, d'accord? Je ne parle pas de la façon dont on qualifie ce qui est en train de passer, mais en termes pratiques, le plus fou, en plus de cette histoire, quand même, c'est qu'on ne peut pas agir. La France ne reconnaît pas les talibans. Les sanctions américaines empêchent d'envoyer du pognon. Donc, c'est à rendre fou. Parce que s'il y a une façon dont, justement, les Afghanes combattent tout ce qu'on a décrit, c'est par la résistance la plus souterraine, la plus puissante qui soit, c'est vraiment par le réseau des écoles. Et donc, justement, elles refusent l'enfermement du foyer. Elles ont réussi à recevoir le soutien de très nombreux hommes dans ces entreprises clandestines au prix, mais de risques inconsidérables, et on ne peut même pas les aider. C'est-à-dire que ce sont les premières victimes de la faim, de la pauvreté, et on ne peut même pas les appuyer. Donc, en fait, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle on insiste énormément sur ces histoires de pays limitrophes, c'est que la seule chose qu'on puisse faire dans l'immédiat, c'est-à-dire que les sanctions américaines ne sont pas du tout au programme, d'ailleurs les Français, le gouvernement s'en fout, la reconnaissance évidemment d'un État pareil n'arrivera pas. Ce qu'on peut vraiment faire, là où on peut s'engager européen, français, c'est vraiment sur la question de l'asile. Et faire d'ailleurs très attention, parce qu'ici, ce qu'on réalise bien, c'est que
sur cette histoire de femmes qui arrivent du Pakistan ou de l'Iran, en fait, on n'est pas dans le... les gens vont vous répondre, bah oui, mais il y a déjà tellement d'Afghans ici, porte de la Chapelle, ou alors on en a régularisé 20 000 cette année. En fait, là, on parle d'autre chose. On parle de quelque chose qui n'a rien à voir. On parle de l'asile politique pour donc des femmes, en fait, qui sont réduites à rien de par leur seule condition de genre, c'est-à-dire un truc... voilà, vous êtes né femme, vous êtes bon, bah, c'est fini pour vous, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la question des pays limitrophes, c'est parce que s'il y a une action à mener, elle est là. Et si on arrive à ouvrir cette fenêtre, il y a des chances que pendant des années, on arrive à appliquer ce qu'on a envie de faire et que du coup, on arrive quand même à sauver une génération de classe moyenne supérieure élite qui pourra reconstruire et qui pourra, de l'étranger ou de l'Afghanistan, mais en tout cas qui pourra permettre à toutes ces sœurs afghanes de continuer à apprendre. Le Pakistan, l'énorme problème pour le moment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a essayé de prendre autant de voix sur cette tribune. Ce qui rend fou au Pakistan, c'est que, en réalité, pour très bien connaître les deux pays, avoir habité dans les deux pays, avoir été correspondante dans les deux pays, la situation des Afghanes au Pakistan, elle est presque pire qu'en Afghanistan, là, sans blague. Parce que, en fait, c'est ajouté. D'abord, ce n'est pas du tout des pays protecteurs pour les femmes, ni l'Iran, ni le Pakistan, je n'ai pas besoin de vous raconter, qui ne sont pas protecteurs ni pour les Iraniennes, ni pour les Pakistanaises. Mais les Iraniennes et les Pakistanaises ont ça en commun de vivre dans des situations, dans des pays qui sont complètement écroulés aujourd'hui, répressifs. Et du coup, évidemment, que de s'occuper des réfugiés afghanes dans un tel contexte, c'est rarement rendu possible, même si on constate de la part des Pakistanais quand même une grande solidarité. Et moi, j'ai vu franchement la honte au ventre, parce que sachez que en fait, vraiment que la plateforme régionale de l'aide humanitaire en Afghanistan, aujourd'hui, elle est gérée depuis le Pakistan. Donc, au Pakistan, à Islamabad, vous levez votre tête, vous avez l'ONU à gauche avec ses 50 agences, l'Union européenne, 52 ambassades, des 4x4 qui se croisent de partout, les budgets de l'Union européenne sur place et de l'USAID, l'aide au développement américaine, sont colossaux. Et d'ailleurs, les Pakistanais s'en servent allègrement. Et en fait, tous ces gens sont là, tous ces acteurs sont là. Et pour autant, dans des camps sur des pierres, à 150 mètres de la zone des ambassades, de la zone extrêmement protégée des ambassades, vous tombez sur des camps où des filles dorment sur des cailloux, des filles qui sont... Je ne dis pas ça parce qu'il faut sauver en priorité les filles de l'élite. Je dis ça parce que ça montre bien que vraiment les Européens ne veulent faire aucun effort, parce qu'en fait, ces filles-là, évidemment, ils les intégreraient très facilement. Vous croisez plein de collégiennes, plein de lycéennes, des sportives, des filles sans voile, rarissimes en Afghanistan, qui en dit long quand même de la transformation en fait qu'ont subi ces filles en voyant arriver les talibans. C'est-à-dire qu'elles sont complètement incompatibles au modèle. Vous voyez des nanas qui sont directrices d'université, quantité d'étudiantes, et ces filles-là vivent sur des cailloux. Moi, j'y étais pendant le ramadan. Pendant le ramadan, le seul moment où elles recevaient de la nourriture, c'est au moment de l'iftar, avec des familles pakistanaises qui se pointent. Et le seul endroit où elles peuvent se laver, c'est à la mosquée à côté, parce que jamais au Pakistan, vous allez rencontrer un mollah qui vous interdit d'utiliser l'eau pour vous laver, pour faire des ablutions. Donc, ils ont même organisé, les mosquées d'Islamabad et de Lahore organisent des temps pour les femmes afghanes pour qu'elles se lavent. Et en même temps, il y a tous ces acteurs sur place. Pourquoi est-ce que leur situation est presque encore pire qu'en Afghanistan? Parce qu'elles n'ont pas le droit, l'État pakistanais est en état complètement failli et débordé par un flot de réfugiés, en fait, qui évidemment remonte aux années 70, donc ils en ont 3 millions, donc ils peuvent difficilement en intégrer davantage. Ils interdisent aux Afghans de passer des diplômes scolaires. Le permis de travail est quasi impossible à obtenir. Vous avez un visa qui va durer 3 mois au Pakistan. Ensuite, il va falloir le renouveler. Renouveler ce visa, ça coûte très cher. Et en plus, pour le renouveler, vous devez sortir du Pakistan. Donc, vous allez aller en Afghanistan, où sont vos bourreaux, pour repasser la frontière avec un faux chaperon qui va vous racketter. Donc, autant vous dire qu'évidemment, les femmes, en plus, maintenant, sont dans des situations illégales au Pakistan. Et par-dessus le marché,
il se sait maintenant en Afghanistan que toutes les filles, que très courageusement dans une culture aussi patriarcale, les pères ont laissé partir quand même, les frères ont laissé partir, parce que les filles leur ont dit, t'inquiète, j'ai un plan, les étrangers, les occidentaux, ils vont nous laisser rentrer, il y a tel cousin dans tel pays, en Suède, au Danemark, machin, machin. J'y vais et je vais étudier et là-bas j'habiterai avec mon frère et ne t'inquiète pas, machin, je resterai vraiment dans les clous. En fait, ils voient maintenant les images des filles, des Afghanes au Pakistan qui vivent dans la fange et dans un dénuement absolu. Donc en plus, il y a un énorme tabou qui se crée sur ces filles dont on sait qu'elles doivent se prostituer par moments, surtout en Iran. Et donc en plus, elles peuvent même plus rentrer. Donc elles peuvent même plus rentrer chez elles et elles sont bannies de leur famille. Et en fait, pour ces filles-là, curieusement, en fait, personne ne se penche vraiment sur cette question. Les Allemands ont fait beaucoup, mais les Allemands, ils sont aussi un peu même eux-mêmes, en fait, un petit peu dépassés par les moyens qu'ils ont déployés parce qu'ils n'arrivent pas. Alors, il y a plein de raisons à ça, mais il y a notamment un problème logistique de nouveaux dispositifs où, en fait, ils ont mis trop de gens sur les listes et qu'ils n'arrivent pas à absorber, notamment dans les maisons, dans les foyers pour femmes victimes de violences sur place. Et donc là, il y a une sorte de cafouillage, mais les Allemands ont fait beaucoup au Pakistan. Les Américains, vous rencontrez encore maintenant des Américains, des fondations, en fait, c'est des petites maisons, hein, ils ont tous des petites maisons à Islamabad, qui sont des maisons qui sont louées par des Pakistanais, parce qu'il ne faut pas trop dire aux Pakistanais qu'on s'occupe des Afghans, parce que ça les rend dingues au niveau étatique, hein, ils préfèrent évidemment qu'on s'occupe de leur peuple en priorité. Donc, ce que font quantité d'ONG extraordinaires et franchement de fondations dont on pourrait tout à fait s'inspirer, c'est qu'ils louent ces petites maisons sous un nom pakistanais, ils disent on fait des cours d'anglais ou des cours d'allemand, et en fait les filles transitent par ces maisons-là pendant 2 mois, le temps de la procédure administrative. Elles continuent l'école avec leurs gosses, donc vous voyez des profs qui arrivent, voilà, c'est des petites structures, donc en fait en gros il y a 50 personnes max dans la maison, dans des grandes maisons, voilà, de 2 ou 3 étages au même moment. Et ensuite, elles partent et elles sont hébergées évidemment dans les pays, dans les pays européens. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti au Pakistan, et Sonia Ghezali, qui est notre consoeur et qui fait un travail extraordinaire pour les Afghans depuis 18 mois sur place, ce qu'on ressent, c'est un désintérêt, c'est-à-dire au niveau des diplomates que nous on rencontre beaucoup, c'est que c'est là qu'en fait c'est un vrai combat féministe pour moi, c'est-à-dire que les gens ne font pas volontairement, refusent de faire la différence, d'abord entre ce que vivent les Afghans et ce que vivent les Afghanes, qui n'a rien à voir. Qui n'a absolument rien à voir. Les Afghans, c'est terrible pour eux. Les Afghans se font tabasser, bien sûr, quand ils lèvent la tête face aux talibans, mais enfin, les Afghans, ils sortent. Les Afghans, ils vont à l'école après 12 ans. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable. C'est le jour et la nuit. Et d'ailleurs, les Afghans, très, très, très majoritairement, soutiennent énormément leurs sœurs à partir. Pas forcément partir en Europe. Ils sont en général plus rassurés par les pays musulmans. Mais vous voyez plein de gens à Kaboul qui essayent d'inscrire leurs sœurs sur des bourses particulières en Turquie, en Russie, au Pakistan, etc. Et évidemment que la génération éduquée pousse pour ça, parce qu'ils voient toutes leurs sœurs en train de prendre ce que je n'ai pas raconté tout à l'heure, mais il y a un problème de santé mentale là qui dépasse l'entendement aussi en Afghanistan, parce qu'on voyait bien dans notre dernier film, dans Afghan, c'est-à-dire des piles d'antidépresseurs et des filles maintenant qui prennent ça n'importe comment, parce qu'en fait, de voir votre frère partir à l'école le matin sous vos yeux, ça finit par rendre dingue. Et donc, ce qui nous a vraiment surpris au Pakistan avec les diplomates, hein, c'est ce qu'on vit en fait ici, sauf que les diplomates au Pakistan, ils le voient, c'est-à-dire de ne pas faire la différence entre les Afghans et les Afghanes, et surtout de ne pas faire la différence du tout entre ce qui s'est passé au 15 août 2021, où ils sont tous là à se targuer de leurs opérations d'évacuation, comme si en fait ils avaient, je sais pas, en fait ils avaient été l'arche de Noé, quoi, où ils avaient arraché des flammes des milliers d'Afghans, et la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que même les gens qui étaient très pessimistes, et moi j'en faisais pas forcément partie parce que j'avais beaucoup travaillé chez les talibans avant qu'ils reviennent, les gens qui étaient très pessimistes n'imaginaient pas une seconde que les types auraient si loin, c'est-à-dire que les plus pessimistes des pessimistes de l'ancien gouvernement se disaient ils vont emmerder, ils vont mettre la burqa et compagnie, ils vont les empêcher de bosser, mais empêcher des gosses d'aller à l'école primaire, ça je vous assure que personne ne l'avait en tête, et je connais un peu mon sujet. Donc et on sent bien que au niveau des diplomaties au Pakistan, et là j'englobe les Américains, l'Union européenne, évidemment les Français, on sent qu'il y a un désintéressement et un mépris
qui ne peut pas être un mépris, je veux dire, qui est un mépris, en fait, qui résulte quand même du fait que, je pense, pardon, mais que les femmes, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, que ça reste, voilà, que c'est pas un sujet, vous voyez, moi, je peux pas vous raconter le nombre des fois en tant que journaliste, pardon, après j'arrêterai, mais je trouve que c'est un exemple qui dit tout. En 12 ans d'Afghanistan, le nombre de fois où on m'a dit, ah, tu vas encore faire un sujet sur les femmes, mais en fait, on a déjà passé un sujet sur les femmes la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on m'aurait jamais dit sur les Afghanes. On m'aurait jamais dit, on a déjà passé un sujet sur les hommes la semaine dernière. Même, je travaille pour des médias de gauche, quoi. Je veux dire, c'est juste un inconscient misogyne, raciste, voilà, qui perdure. Et c'est pour ça qu'on doit absolument le secouer et qu'on a besoin de mobilisation. C'est parce que vous répondez, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas envisager de parler des femmes sous le prisme de l'économie, de la politique, de l'environnement, voilà, des questions sociales. Et en fait, non, c'est parce que inconsciemment, en fait, je pense que dans l'esprit des gens et de ces hauts fonctionnaires, les femmes, c'est un peu comme une minorité, quoi. C'est une minorité. C'est comme la question des minorités religieuses, des minorités. Vous voyez, d'ailleurs, on nous dit, bah oui, mais les LGBT, mais d'accord, mais alors, bien sûr, les LGBT, évidemment, mais simplement, en fait, en termes de pourcentage, je te parle de 50% de la population, les LGBT qui se revendiquent LGBT en Afghanistan, dans un pays qui les pend et qui les tabassait bien avant le retour des talibans, c'est moins de 0,5%. Mais en fait, dans l'inconscient, il y a cette idée qui perdure et qui fait que nous, on a vraiment besoin du soutien absolu d'une organisation aussi experte que France Terre d'Asile sur ces sujets-là, parce qu'il y a une forme je sais pas comment dire, de mépris et de faire comme si c'était pas un vrai sujet, en tout cas. Je vous remercie. Merci Solène, et tu as déjà commencé à esquisser quelques pistes aussi de solutions, justement en évoquant la situation de ces foyers qui sont mis en place et soutenus par certaines organisations au niveau du Pakistan pour proposer un hébergement et une première forme de protection aux femmes lorsqu'elles arrivent justement à quitter l'Afghanistan. Et du coup, Delphine va nous parler un peu plus en détail justement de ce que nous, on demande en termes de ce qui peut être fait en fait très concrètement pour accueillir ne serait-ce qu'une partie de ces femmes dont on a bien vu qu'à la fois en Afghanistan mais aussi au Pakistan ou en Iran, lorsqu'elles arrivent à quitter leur pays d'origine, elles ont besoin de cette protection. Et la France peut, en tout cas, prendre sa part dans le fait de leur proposer quelque chose de très concret pour qu'elles soient protégées. Merci Maëlle. Je pense que ce que vous avez souligné très très bien toutes les deux, c'est qu'on ne peut pas rester impuissant face à ça. Et qu'en fait, la question qui se pose pour nous aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas de ressasser ces constats que vous partagez et que vous documentez, que Solène documente dans un travail qui effectivement est nécessaire pour ne serait-ce qu'éveiller les consciences, mais en fait, c'est tout simplement de dire aujourd'hui, on peut agir. Et donc, le travail qu'on a fait et qu'on continue à faire, et l'objet de ce webinaire et des actions qu'on va poursuivre, c'est de dire au gouvernement français, en fait, vous avez entre les mains des outils pour agir. C'est-à-dire qu'en gros, il est possible de faire quelque chose. Alors, effectivement, Solène l'a dit, sans doute pas depuis l'Afghanistan très directement, parce que malheureusement, la situation est telle qu'on est obligé de faire avec un peu les moyens à notre disposition. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'avec des actions simples, pas nécessairement très, très coûteuse, mais juste beaucoup de volonté politique, on est en capacité d'offrir à quelques milliers de femmes afghanes un avenir en France et quelque part de participer effectivement à la reconstruction de l'Afghanistan de demain, quand, on l'espère un jour, les talibans repartiront. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande des choses simples. On demande d'abord des moyens pour le consulat de France. Alors, je parlerai du Pakistan. Quelque part, on pourrait faire un parallèle avec l'Iran, mais la situation en Iran est tellement compliquée que ce que je vous décrirai ce qu'on voudrait au Pakistan, et dans nos échanges avec les autorités françaises, on n'hésite pas à leur dire que s'ils sont capables de dupliquer ça en Iran, bien évidemment, ça pourrait être une très bonne chose. Mais des moyens supplémentaires au Pakistan. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand une femme réussit à fuir l'Afghanistan par les moyens détournés et très compliqués et très chers qu'on vous a déjà décrits, elle arrive au Pakistan, et ensuite, ne serait-ce que l'accès à l'ambassade de France pour faire une demande de visa pour accéder au territoire français et pour y demander l'asile, c'est un parcours du combattant, c'est des mois d'attente, sans aucune garantie que ça puisse fonctionner à la fin. C'est l'obligation d'être en capacité de dire que l'on a en France des gens qui sont prêts à vous accueillir, et donc une femme qui n'a pas déjà des contacts très établis en France a à peu près aucune chance de réussir à obtenir ce fameux visa. Et donc en fait, le premier sujet, c'est que la France dise très bien, je m'engage, j'accueille des femmes,
et donc je facilite les délivrances de visas pour qu'elles puissent rejoindre le territoire français, demander l'asile. Dans notre jargon, on appelle ça des voies légales. Ça correspond à quoi? Ça correspond à dire, on va éviter de dire à ces femmes, vous n'avez qu'à prendre la route depuis le Pakistan ou alors depuis l'Iran, la Turquie, puis vous débrouiller pour rejoindre par vos propres moyens le territoire de l'Union européenne. Non, on va s'organiser pour essayer, depuis le Pakistan, pour les protéger et leur donner accès au territoire français. Donc, des moyens supplémentaires au consulat pour que ça aille plus vite, pour que ça soit mieux organisé, pour que quelque part, effectivement, le fait d'être femme seule ou femme avec des enfants soit considéré comme un critère qui légitime le droit de venir chercher protection en France et en Europe. Deuxièmement, une protection au Pakistan, parce qu'effectivement, la situation des femmes au Pakistan qui tombent dans des réseaux de traite, qui peuvent être violées, qui peuvent être extraordinairement exploitées, et donc qui, en fait, arrivant au Pakistan, ne se retrouvent pas du tout protégées par rapport à ce qu'elles vivaient auparavant, c'est dramatique. Donc, par les moyens de la coopération internationale, penser des lieux de protection depuis le Pakistan, le temps des délivrances de visas, et puis après, un système d'accueil en France, comme on sait faire. Je veux dire, la France, elle sait accueillir de la réinstallation, des personnes qui viennent un peu de différents types de programmes, des réfugiés de tous les pays. On a su accueillir 100 000 Ukrainiens en quelques semaines. On est capable d'organiser l'accueil de quelques milliers de femmes afghanes. Et en fait, quand on dit ça, on se rend compte que la solution, elle est simple, la solution, elle n'est pas du tout compliquée, et que le sentiment d'impuissance qu'on a tous quand on écoute, c'est qu'on entend et qu'on voit ces récits effectivement de d'effacement des femmes en Afghanistan. En fait, on a des outils entre les mains pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice et d'essayer de participer de la défense, en fait, tout simplement, de la survie d'une diaspora de femmes afghanes qui participeront à la reconstruction de leur pays. Donc, c'est ça le travail de plaidoyer qu'on porte auprès des autorités françaises. Et c'est pour ça qu'on a besoin des relais médiatiques, politiques, d'influence de chacun et de chacune d'entre vous, de tous ceux qui nous écoutez aujourd'hui, parce que ce n'est qu'en mettant une pression permanente et continue sur les autorités françaises qu'on parviendra, je pense, j'espère, j'y crois, moi vraiment, à obtenir l'ouverture de ce programme d'accueil spécifique que l'on demande pour les femmes afghanes. Merci beaucoup. Alors, on a peut-être le temps d'une ou deux questions. Alors, merci vraiment à nos intervenantes. Alors, il y a une personne qui demande s'il y a un moyen de savoir, quantifier l'adhésion des hommes afghans aux idées du pouvoir taliban, ce qui fait lien un peu avec peut-être une question qu'on se pose aussi sur quelle est la possibilité aujourd'hui de changer les choses pour les femmes au niveau du pouvoir taliban. Et malheureusement, on sait que la situation est assez est assez pessimiste sur les perspectives d'évolution aujourd'hui. Solène, peut-être? Ouais, merci Delphine. Sur l'adhésion, c'est impossible à quantifier, hein. Il n'y a pas d'institut de sondage, si vous voulez, en Afghanistan. Donc, c'est très difficile à dire. Ce qui est un peu assez facile à comprendre, c'est que sur la question de la privation de l'éducation des filles, c'est une mesure très impopulaire. Très impopulaire parce que vraiment le poste, si vous voulez, l'endroit qui avait formidablement changé ces 20 dernières années, avec des problèmes de corruption majeurs, avec plein de problèmes de sécurité, etc., mais où les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est vraiment l'école. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement pour l'école, pour les filles, dramatique d'ailleurs quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais vous aviez 5 fois plus de gamines au primaire et on est passé quasiment de 0% en fait, parce qu'on sortait de la guerre, ensuite à 60% des gamines. Donc les gens mettent leurs enfants à l'école. Il n'y a que dans les provinces du sud du pays qu'effectivement, à la puberté, la question de laisser sortir sa fille peut être compliquée, mais pas, si vous voulez, c'est pas un no-go, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont les couvrir davantage et masquer les visages, mais ils peuvent les laisser sortir. Donc, l'adhésion des talibans, elle est claire en tout cas pour les Pashtuns, qui sont quand même l'ethnie principale du pays, mais enfin, c'est jamais qu'un peu plus de 40%. Donc, elle est partagée pour cette privation de droits, mais pas sur l'école. Sur l'école, ils ont vraiment été très impopulaires, et même très impopulaires auprès de talibans. C'est-à-dire que les talibans de Kaboul, vous les voyez encore aujourd'hui, c'est des types qui, ça fait 20 ans qu'ils se battent.
qui sont dans les montagnes, qui sont en province, un des premiers trucs que les mecs qui étaient en poste à Kaboul ont fait, c'est de dire à leurs sœurs et à leurs femmes, je te prends avec moi à Kaboul, viens, tu vas enfin pouvoir aller à l'école. Et vous les voyez comme ça qui rentrent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est vraiment la victoire des anciens sur les modernes et surtout la parole d'un émir qui est reçu aujourd'hui comme celle vraiment de la représentation de Dieu sur terre. Et là, je rejoins vraiment ce que disait Véronique. Peut-être le plus dramatique à voir, c'est que des hommes qui sont là en ce moment tellement frustrés, qui ont quand même tout perdu économiquement, je vous dis, 2/3 des entreprises ont disparu, qui sont asphyxiés pour le secteur privé par les sanctions américaines, vous voyez aussi le retournement là. Et ça, franchement, c'est presque le plus douloureux pour moi. C'est-à-dire que vous voyez ces mecs-là qui virent les femmes en priorité des boîtes parce qu'il faut, il faut libérer de l'espace et parce qu'il faut licencier. C'est les femmes qu'on fait partir d'abord. Vous voyez les hommes dans la rue qui sont en train de s'habituer à cette petite musique extrêmement répressive. Et moi, qui n'ai jamais subi le harcèlement vraiment de rue en Afghanistan parce que les étrangères, évidemment, elles sont un peu protégées, elles sont très privilégiées. Même à moi, maintenant, on me fait des réflexions sur ma tenue, c'est pas les talibans, hein, c'est pas nécessairement des talibans, c'est ce truc qui se propage et qui est dramatique effectivement parce que bon, il faut espérer que sur la question de l'éducation et de l'école, ils vont quand même essayer de continuer de soutenir les écoles clandestines, mais on voit bien qu'il y a une augmentation, il y a une rigidité progressive et qui est, je pense, effectivement pour les Afghanes la plus grande des cruautés, ouais. Merci beaucoup Solène et peut-être une question à laquelle tu pourras aussi répondre. C'est une question sur le système afghan pour demander les passeports en ligne. Est-ce qu'il fonctionne et aussi une question sur ce que tu as évoqué sur les prix des visas pakistanais. Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là? Alors là encore, les Français en fait se débrouillent pour en faire le moins possible. Alors sur la question des visas, des passeports en ligne. Songez, encore une fois, dans l'intelligence de ces sanctions, qu'aujourd'hui, il y a des passeports que vous devez payer. Si vous voulez un passeport rapidement, il faut sortir 5 000 $. Les gens n'ont rien. Donc, évidemment, personne ne peut sortir 5 000 $, donc ça bloque plein de gens sur place. Mais la raison pour laquelle les passeports sont aussi très chers, c'est parce qu'on ne peut pas envoyer de papier en Afghanistan. On ne peut pas envoyer de papier en Afghanistan à cause des sanctions. Donc, en fait, les gens, notamment les gens qui ont travaillé pour nous, notamment les juges, notamment les femmes flics, notamment toutes ces femmes fonctionnaires qui se cachent encore aujourd'hui où nous on se parle dans des caves, ne peuvent pas sortir parce que ne peuvent pas se payer un passeport, parce que ne peuvent pas se payer le papier qu'on n'envoie plus à cause des sanctions américaines. C'est simple en fait, ces sanctions comme tout le reste, in fine, les plus grandes victimes, c'est les femmes afghanes. Sur la question des visas pakistanais, le consul du Pakistan, que nous, on va démarcher à chaque fois qu'on est là-bas à Kaboul, on dit s'il vous plaît, est-ce que c'est possible que telle nana, vous puissiez lui faire un passeport sans qu'elle ait un visa, sans qu'elle ait à débourser 500 $, hein, parce que c'est entre 500 et 1000 $. Bon, parfois, ça passe, c'est des échanges de services rendus, mais la vérité, c'est qu'il y a un système de corruption phénoménal, mais complètement assumé. Hein. Vous allez aujourd'hui, vous êtes à Kaboul, vous allez dans une agence de voyage, vous lui dites bonjour, je voudrais aider pour obtenir un visa pakistanais. Oui, je suis désolée, ma grande, mais en fait, avant, on faisait des faux certificats médicaux pour que tu aies un visa médical. Maintenant, ça ne marche plus. Les Pakistanais ont trouvé la combine. Avant, tu pouvais avoir un visa juste parce que tu es étudiante et que tu veux changer de vie. Mais maintenant, les Pakistanais, ils en ont marre des filles seules comme toi. Ça pose trop de problèmes. Donc, tu n'en auras pas. Donc, en fait, la seule option qui te reste, c'est de payer entre 500 et 1000 $ pour un visa de résident de 3 mois hein, au Pakistan. Donc, mets-les sur la table et moi, je les donne tout de suite au consulat du Pakistan. Il faut imaginer le truc. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Mais les Américains, là encore, mais même des fondations allemandes, hein, et pas qu'au niveau étatique, pas qu'au niveau de la GIZ, qui est l'équivalent de l'AFD pour nous chez eux, en fait, ils appellent les Pakistanais. Et ils construisent avec les Pakistanais un partenariat qui fait que dès Kaboul, et d'ailleurs, par moments, ils sont très sympas parce qu'ils nous permettent de mettre des filles qu'on connaît, sur lesquelles on a pu bosser, écrire. Ils les incluent en fait dans leur réseau. Ça fait partie d'ailleurs des dernières femmes dont on s'est parlé, Delphine. Eh bien, ils appellent les Pakistanais, ils disent tel passeport va arriver chez nous. Donnez-leur un visa, puisque nous, on peut vous garantir qu'à Islamabad derrière, on va les faire partir. Donc, ça ne sert à rien de les faire attendre, ça ne sert à rien. Faites-nous confiance, donnez-leur un visa. Et les Pakistanais obtempèrent. Mais cette collaboration-là, en fait, nous,
on n'entretient pas, c'est pas une priorité du tout de l'État français, si vous voulez. Ça changera peut-être, on aura les outils, on pourra s'en inspirer, mais pour le moment, ni au niveau de l'Élysée, ni au niveau du ministère de l'Intérieur, il n'y a aucune volonté pour aider ces femmes-là, quoi. Merci beaucoup, Solène. Et effectivement, cette question de la coopération avec les autorités pakistanaises, ça rentre aussi dans le cadre justement de cette diplomatie féministe qui peut être mise en œuvre par les autorités françaises. Alors malheureusement, voilà, on doit laisser nos intervenants qui ont gentiment accepté de rester un tout petit peu plus longtemps après l'heure prévue de la fin du webinaire. Merci énormément à toutes. Notre mobilisation, elle continue, notamment avec un événement qui va être organisé la soirée du 31 mai à la Bellevilloise. Vous trouverez toutes les informations sur cette mobilisation sur le site accueillirlesafghanes toutattaché.org. Vous pouvez aller consulter ce site internet. Voilà, vous y trouverez les éléments relatifs à la suite de notre mobilisation. Et voilà, nos efforts vont continuer pour essayer d'obtenir la mise en place de ce programme dont on a vu qu'il est tout à fait atteignable avec voilà, une volonté politique et effectivement quelques moyens à mettre en œuvre, mais finalement une complexité qui est relativement, en tout cas qui est tout à fait abordable pour les autorités françaises. Donc, merci à toutes pour votre présence, pour nos intervenantes, et merci à toutes et tous pour avoir suivi ce webinaire aujourd'hui. Et à bientôt pour la suite de cette mobilisation. Bonne journée. Bonne journée, merci à vous tous. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci, on voit la suite. Au revoir.